On va peut-être commencer. On s'était dit, on se donne un quart d'heure académique, mais je pense que ceux qui sont là, ils sont très intéressés par le sujet de l'intervention. Donc, Oran, architecture et patrimoine par Kouider Metaïr, qui est ici présent, qui en fait s'insère dans un cadre plus large. C'est la semaine Strasbourg-Oran qui se fête donc en ce moment à Strasbourg, avec plusieurs événements qu'on va vous expliquer, qui est proposé par l'association Passage en partenariat avec le consulat général d'Algérie, avec la direction d'urbanisme et des territoires de l'Eurométropole, avec la direction des affaires internationales et européennes, avec bien sûr l'école nationale supérieure d'architecture. Alors pourquoi nous sommes ici? Vous posez peut-être la question. C'est qu'on a été appelé et interrogé par la ville de Strasbourg de la rejoindre dans le partenariat, dans la coopération décentralisée qu'elle a conclue avec la ville d'Oran en avril, je crois, 2015. Donc une coopération qui se double déjà depuis 2015 aussi par celle d'associations oranaises avec des associations strasbourgeoises et dont le fruit est cette semaine Strasbourg-Oran. Et puis nous, donc architectes et urbanistes, nous réfléchissons en ce moment à mettre en place, et nous ferons un atelier d'architecture et d'urbanisme avec donc une école, un département d'architecture partenaire de l'USTO MB. Donc pour ceux qui connaissent Oran savent ce que ça veut dire. Donc donc c'est l'Université des sciences et de la technologie d'Oran, Mohamed Boudiaf. Voilà. Et nous partirons donc avec 17 étudiants, moi et mon collègue Christian Horn, qui est derrière, le 5 novembre pour une dizaine de jours. Et nous allons travailler donc sur, ce qui n'est pas étonnant, le rapport entre donc, cette ville et la mer, entre la ville et l'eau. Un rapport qui n'est pas évident. Et on s'était dit, en fait, on va faire des ateliers croisés. On va donc inviter les Oranais ici pour travailler sur un rapport qui est aussi difficile, c'est-à-dire Strasbourg et le Rhin. Donc là aussi, on est distant encore du fleuve. Voilà. Donc je vous souhaite la bienvenue donc à l'école, au nom du directeur, M. Eric Gross, qui est présent dans la salle. Il y a un certain nombre de remerciements que je dois quand même prononcer. Alors déjà à Madame Ouria Yousfi, consul général d'Algérie, donc à Madame Nawel Rafik Emrini, donc qui est adjointe au maire de Strasbourg, en charge donc des affaires européennes et internationales, avec Sandrine Millet qui est chargée donc de cette coopération et qui nous soutient donc au niveau de la ville. Eric Genderowski, notre interlocuteur, donc directeur de l'urbanisme et des territoires à l'Eurométropole, qui était en visite de repérage en février, je crois, pour sonder un peu les possibilités de notre workshop. Et ensuite, les associations présentes ici. Alors, j'ai fait connaissance tout à l'heure de Richard Sancho, qui est qui est le patron de cette semaine Strasbourg Oran, mais qui est aussi président de l'association Passage et conseiller de l'Eurométropole et conseiller municipal de Bischheim. Boualem Hayat, que j'ai rencontré déjà il y a 2 semaines, psychologue et cheville ouvrière, je dirais,
de cette association qui s'appelle l'Étage et qui s'occupe de l'insertion des jeunes adultes en difficulté à Strasbourg. Jean-Louis Hess, qui est ici présent, photographe et dont vous voyez les œuvres sur Oran en ce moment, a exposé, c'est la rue de la Petite Course, hein, rue de la Course. Et tous les trois sont natifs d'Oran. Bien sûr, vous, public strasbourgeois, oranais, étudiants, collègues. Il me reste à présenter notre conférencier. Ensuite, je passerai la parole. Non ? J'ai tout dit, mais il faudrait peut-être dire qu'il y a l'exposition en cours de photographie. Et demain, je crois, il y a une réception plutôt festive à Bischheim. Pardon, samedi, oui, bien sûr, on est jeudi. Donc, Kouida Metaïr, qui est président de l'association oranaise Bel Horizon, éditeur d'un ouvrage collectif Oran la mémoire, qu'on tâcherait à acheter pour l'école, qui nous présentera Oran, architecture et patrimoine, en posant une question difficile qui est celle du développement, donc une ville en pleine expansion, mais qui a un héritage, un patrimoine très très riche et qui cherche donc un nouvel équilibre aujourd'hui. Donc nous on a déjà discuté tout à l'heure avec nos étudiants, on lui a posé plein de questions. Et sans images pour l'instant, et maintenant je suis très très curieux pour mieux connaître encore cette ville par les photos et par la conférence qu'il va nous faire. Merci. Merci. Bonsoir tout le monde. Bon, je vais me lever, c'est peut-être plus pratique. Bonsoir tout le monde. D'abord pour le titre, architecture et patrimoine. En principe, l'architecture fait partie du patrimoine. Mais vous allez voir que la conscience patrimoniale dans notre pays est venue très tard. Et donc, on ne considérait comme élément patrimonial que le bâtiment monumental est très ancien. C'est vraiment ces 2 dernières années qu'on a intégré le bâtiment et l'architecture dans notre conscience patrimoniale. C'est pour cela que j'ai choisi ce titre. En plus, je suis dans l'architecture, donc il fallait ajouter architecture, hein, sinon peut-être que ça n'aurait pas intéressé des étudiants. Voilà, ça c'est pour la communication. Alors, il y aura 3 temps dans la communication, c'est-à-dire il y aura 70 diapositives qui vont passer. Le premier temps, c'est un bref historique parce qu'il faut connaître un peu la stratification de cette ville pour voir dans quel contexte elle a évolué sur un plan urbain. Le deuxième temps, c'est un peu l'évolution urbaine et architecturale. Et le troisième temps, c'est juste une présentation d'une modeste contribution de notre association, le Bel Horizon pour la sauvegarde du patrimoine historique et naturel oranais, à la sauvegarde de ce patrimoine. Voilà une carte postale, une vue d'Oran, qui a inspiré beaucoup d'écrivains et de philosophes. Donc, prise du haut de la montagne du Murjajo, puisque Oran est sur d'une montagne de la Murjajo, et au loin, il y a une autre montagne, la montagne des Lions. Vous aurez à trouver les 2 lions, et souvent dans des bâtiments et des constructions nouvelles, des lions, parce que Wahran, ça veut dire 2 lions en berbère ancien. La montagne du Murjajo a été un abri préhistorique, c'est-à-dire que l'Oranais préhistorique a une existence d'au moins 100 000 ans, comme le prouve toute l'industrie lithique qu'on peut apercevoir dans le musée national Zabana. Et donc, cette montagne protectrice
il y avait beaucoup de grottes qui ont abrité l'Ibéro-Mauricien. Au musée, sur la section préhistorique, on peut voir tout l'héritage de la période préhistorique. À Oran, il y a notre petite cousine, un village qui s'appelle Merselkibir et qui prend son nom de cette rade naturelle qui est Merselkibir. Merselkibir veut dire grand port et veut dire en latin Portus Divini. C'est d'ailleurs le nom qu'ont donné les Romains à cette rade naturelle qu'ils ont utilisée, ainsi que les Phéniciens. Et on va voir les Espagnols, les Andalous et bien sûr les Français qui vont le transformer en base stratégique anti-atomique après la Seconde Guerre mondiale. Dans la région d'Oran, il y a beaucoup de mosaïques. On a récupéré beaucoup de mosaïques romaines qu'on peut voir au niveau du musée Zabana. Donc des deux côtés, il y avait le Portus Divini, Merselkibir, et à l'est, le Portus Magnus, qui est aussi un grand port du côté d'Arzeu, qui est maintenant un port pétrolier et gazier, où il y avait une ville romaine. Les Phéniciens ont aussi visité notre ville et ont créé aussi des comptoirs commerciaux, notamment sur ce site, le site punique de Médar, qui est une plage encore sauvage où on peut marcher encore sur des pièces archéologiques phéniciennes. Voilà, Oran a été fondée en 902-903 par des marins andalous venus de Cordoue. Ensuite, elle a été fatimide, ensuite almoravide, almohade, mérénide de Fès, zianide de Tlemcen, espagnole de Tolède, ottomane et française de 1831 à 1962. Souvent conquise, jamais soumise, dirait le poète. Et donc on a eu tout ce beau monde qui est passé par Oran et qui a laissé des traces. Voilà au Xe siècle comment se présentait la situation, la place d'Oran, qui n'avait en tant que ville aucune importance, si ce n'est la rade de Merselkibir qui va servir de comptoir commercial pour les Andalous. Donc c'est ça qui a intéressé les Andalous pour venir à Oran, dans la région d'Oran. Et c'est ça qui va intéresser par la suite, on va voir, les Espagnols, et c'est ça aussi qui va intéresser les Français, et c'est ça qui va intéresser la Royal Navy qui va venir bombarder la flotte française durant la Seconde Guerre mondiale. Donc toute l'histoire d'Oran tourne autour de cette rade et de ce petit village qu'on appelle notre petite cousine et qu'Oran, en grandissant, a totalement étouffé. Le comptoir commercial a été implanté ici et c'est là qu'on devait créer la ville d'Oran. Mais le problème, c'est qu'il n'y avait pas d'eau dans cette contrée et il y avait des falaises qui empêchaient l'accès à l'arrière-pays. Donc on a été à une encablure et on a trouvé de l'eau qui coulait au fond d'un ravin qu'on appelle Oued Ras El Ain, la rivière de Ras El Ain, et qui va être la raison principale de l'implantation de la ville d'Oran ici et garder Merselkibir comme port d'Oran pendant 10 siècles. Ça, c'est une lithographie qui date de 1831, qui montre encore les moulins, l'eau qui coulait, et que les Français vont capter et ensuite combler le ravin pour créer un grand boulevard. Voici la ville d'Oran, arabo-musulmane durant 6 siècles, et qui va rester au fond de ce ravin pendant 10 siècles. Elle ne va pas bouger. Et à l'arrière-plan, ici coulait la rivière. Et on a créé ce boulevard, Stalingrad, et ce boulevard des frères Oudinot. Et donc, cette ville va rester comme ça, sans se développer, entourée de murailles et de fortifications, pendant 10 siècles, jusqu'à soit partiellement détruite par un tremblement de terre en 1790, et
les urbanistes vont revoir leur copie et trouver un autre moyen de construire la ville ailleurs. Voici la description qu'a faite Léon l'Africain. Je ne sais pas si vous connaissez son histoire. Il est parti d'Andalousie, il a fait une pérégrination, l'Afrique du Nord, le Moyen-Orient. Ensuite, il a été capturé, vendu en Italie et il devient serviteur du pape. C'est pour cela qu'on l'a appelé Léon l'Africain, qui s'appelle Hassan el-Ouzan, et qui a fait une description à peu près de toutes les villes qu'il a visitées à ce moment-là. Oran est une grande ville qui fait dans les 6000 feux. Elle est pourvue de tous les édifices et établissements qui caractérisent une ville policée, temples, collèges, hospices, étuves, hôtelleries. Elle est entourée de hautes et belles murailles. Sa population est aimable et bienveillante, et vous allez le constater pour ceux qui vont venir. Ça, c'était déjà en 1504. Une année après, la base de Mersel Kébir, la rade de Mersel Kébir, est prise par les Espagnols en 1505 et Oran 4 ans après. Donc vous voyez déjà l'importance pour les Espagnols que constitue d'abord la rade de Mersel Kébir. Si un jour vous passez à Tolède, visitez la cathédrale de Tolède, qui était à un certain moment la capitale de l'Espagne, et il y a une chapelle mozarabe qui est décorée par une très grande fresque qui fait à peu près 7 murailles, qui montre la prise d'Oran par les Espagnols en 1509. Et on reconnaît l'archevêque Jiménez de Cisneros là. Les hautes murailles que décrivait Léon l'Africain, l'armée espagnole, les musulmans qui s'enfuient et les corbeaux qui viennent au secours de l'armée espagnole contre les musulmans. Et nous, quand on raconte l'histoire, les corbeaux sont avec nous contre les autres. Les Espagnols vont prendre la ville, ils vont ériger une cathédrale de Jiménez Cisneros et ils vont fortifier la ville. Bien sûr, toute la population musulmane s'est enfuie. Il y a seulement 4000 qui sont restés. Le cardinal, l'archevêque Jiménez, va les passer par les armes. Les 4000, il y a eu même des bains de sang. Et il y a une description de ce massacre. Mais quand même, l'archevêque, il a eu des regrets à la fin. Il a dit, j'aurais pu quand même les convertir au lieu de les tuer. Et donc, ils vont fortifier la ville et regardez la ville entourée d'une trentaine de fortifications. De si nombreuses fortifications pour une si petite ville, s'écriaient tous les géographes qui passaient par là. Et donc, il reste quand même une bonne partie de ces fortifications. Et du point de vue de l'architecture, c'est la première grande architecture monumentale qui est restée et qui a survécu au tremblement de terre. Voici par exemple un exemplaire d'une fortification, le Santa Cruz, dans laquelle notre association était domiciliée, parce qu'on s'appelait le Bel Horizon de Santa Cruz, mais comme c'était pas très pratique de se voir et de se donner rendez-vous tout le temps là-bas. Et donc, cette fortification, c'est vraiment la carte postale parce qu'elle est vue de partout. Et au moment où on était domicile là-bas, ça nous servait de siège, de centre de formation. Là, on a formé les premiers guides du patrimoine. Et on a demandé un projet de restauration qu'on a accompagné avec des étudiants d'architecture, sous la surveillance, bien sûr, du maître artisan. Voilà les murailles que décrivait tout à l'heure Léon l'Africain, les murailles de la Casbah d'Oran dans l'état actuel. L'astuce la spécificité des fortifications oranaises, c'est que toutes les fortifications étaient reliées par des tunnels. Et donc, c'est des galeries qui permettaient aux troupes espagnoles de se déplacer et à chaque fois qu'il y avait une attaque dans un point donné, de renforcer
cette partie attaquée et ils ont créé l'illusion du grand nombre. C'est une des explications de la singulière longévité des Espagnols à Oran de près de 3 siècles. Voici l'entrée principale des tunnels qu'on peut encore visiter de nos jours. La porte du Ros Alcazar, ça aussi c'est une grande fortification qui n'a nulle part ailleurs pareil, comme le disait le gouverneur Vallejo espagnol, à l'époque, en 1732, il ne voyait pas une autre fortification pareille en Occident. Voilà par exemple l'entrée de cette fortification. Et quand les Ottomans ils ont pris la ville au détriment des Espagnols, le bey ne pouvait pas trouver mieux que d'installer son palais au-dessus de la fortification. Les Ottomans vont construire des minarets, des mosquées. Nous avons ici une typologie de minarets à base carrée de type andalo-maghrébin. Nous avons aussi un minaret type octogonal ottoman, un palais du bey. Les Français vont prendre la ville en 1831. Donc la présence ottomane à Oran a été très courte, autour de 60 ans. Ils vont prendre la ville et on a ici une lithographie qui montre l'armée française sur les contreforts du Ros Alcazar. Ils vont agrandir et relever une bonne partie de la vieille ville. Le problème, c'est qu'il va y avoir des déplacements de centre-ville. Le premier centre-ville, la Plaza de Armas, qu'on voit à gauche, a été le centre-ville de la ville d'Oran pendant près de 10 siècles. Comme cette place était enclavée, ils vont déplacer le centre-ville vers la place Kléber. Et comme Oran était entouré d'une muraille, elle ne pouvait pas s'agrandir. Il a fallu attendre la visite de Napoléon III en 1865 pour lui demander de déclasser la muraille espagnole. C'est ce qu'il va faire et on va créer le troisième centre-ville, l'actuel, en 1886, la place d'Armes, avec une mairie de type napoléonienne, qu'Albert Camus critiquait en disant une mairie, j'ai oublié l'insulte. Oui, une mairie prétentieuse gardée par 2 lions débonnaires, les 2 lions. Parce qu'il avait remarqué, il a critiqué le sculpteur, parce qu'il avait remarqué que ces 2 lions, c'est les mêmes qu'on retrouve à l'hôtel de ville de Paris. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que ce sculpteur K1, il a sculpté ces 2 lions pour la mairie d'Oran, et quand l'hôtel de ville de Paris lui a demandé de faire d'autres lions, il leur a fourgué les mêmes. Ils se sont aperçus par la suite, et à l'hôtel de ville de Paris, vous allez trouver 4 lions. Les 2 lions qui ressemblent aux lions d'Oran, et 2 autres lions, parce que la capitale Paris ne pouvait pas se permettre d'avoir 2 lions comme une ville de province. Quand les Français sont entrés, la population musulmane aussi s'est déplacée. Et donc, ce qui est resté à Oran, ça a été surtout la population juive. Et à un certain moment, Oran était une ville juive, puisque sur 3000 habitants, ils étaient majoritaires. Et par la suite, le bey, avant les Français, leur a donné un quartier et leur a demandé de venir repeupler, contribuer au repeuplement de la ville d'Oran. Ils ont bâti une synagogue, la plus belle du monde, après celle de Turin, d'après les Juifs oranais. Et ils disent qu'on a même ramené une pierre de Jérusalem qui a été incrustée à l'intérieur. Et il est vrai que c'est une grande et belle synagogue. Comme la structure de la population européenne était à dominante espagnole,
cela justifie la présence d'arènes, des arènes à Oran. C'est la seule ville en Algérie où il y a des arènes. Où à un certain moment on parlait d'abord espagnol, ensuite français et enfin arabe. La cathédrale du Sacré-Cœur, déjà on commençait à donner un cachet néo-byzantin, arabisant aux grands équipements, aux grands bâtiments. Et ensuite, en 1849, quand il y a eu l'épidémie du choléra, le général gouverneur de la ville a demandé au curé d'aller, je cite, foutre là-haut une vierge pour jeter le choléra à la mer. Beaucoup nous disent, non, vous n'avez pas eu le choléra, vous avez eu la peste. Comme si on devait choisir entre la peste et le choléra. La peste, c'est Camus qui va nous la coller un siècle après. Au début du siècle, le gouverneur Jonard va demander aux architectes métropolitains qui venaient s'installer en Algérie d'adapter leur architecture aux traditions du pays. D'où le style Jonard, le style néo-mauresque. Et ici, vous avez une gare, ce n'est pas une mosquée. Et donc, on retrouve la grande poste d'Alger, la gare d'Oran, et même vous allez voir tout à l'heure des caves de vin sous forme de mosquée. Donc ils ont tellement généralisé ce style-là. Ça, c'est l'entrée de la gare. Donc, on va s'arrêter un moment. Et un siècle après la colonisation, il y a eu le centenaire de la colonisation qui a été bien célébré. Il y a eu même le président de la République de l'époque qui a visité Alger, qui a visité Oran, etc. Et on devait montrer les grands résultats de la colonisation. Donc il y a eu la construction de musées, de bâtiments remarquables, etc. Et il y a eu une relance de tous les travaux d'embellissement et d'agrandissement. Donc les années 30 ont été un tournant pour la ville d'Oran et je pense aussi pour d'autres villes. Sauf que on va être rattrapé par le problème de l'eau. Donc la petite rivière qui coulait, qui pouvait satisfaire la population du vieil Oran, ne pouvait plus satisfaire cette ville qui va s'agrandir. Et donc, si vous voyez les archives, on vendait, il y avait des robinets, des fontaines publiques, et on achetait l'eau douce dans des tonneaux, des petits tonneaux, des jerrycans. Et c'est à ce moment-là que surgit un personnage pittoresque, l'abbé Lambert, qui est un curé défroqué, et qui sourcille à 7 ans, à 16 heures. Et donc, il a été appelé par la municipalité pour trouver des sources à Oran. Bien sûr, il va chercher, il ne va pas trouver des sources d'eau douce, et il va être licencié par la mairie. À ce moment-là, il se lance dans la politique, et sur le thème de la campagne, la campagne avait pour thème l'eau douce, retrouver l'eau douce, alimenter Oran en eau douce, que cesse l'eau saumâtre, c'était un peu ses mots d'ordre. Bonjour. Et dites-vous bien qu'il va être élu. Et bien élu, et pour 3 mandats. Et durant ces 3 mandats, il ne va pas trouver l'eau. Et on va toujours avoir de l'eau saumâtre, jusqu'à ce qu'il soit démis de ses fonctions, parce qu'il a fréquenté tous les extrémismes de l'époque, c'était la montée du fascisme, de la peste brune, d'où le livre de Camus, qui est une métaphore. Il a rencontré Franco, il a demandé à aller voir Hitler. Bon, vous voyez un peu le genre de... Et toujours avec sa soutane, hein, qui n'avait... Donc l'abbé Lambert est là, et un ami écrivain, Djemai Abdelkader, vient de lui consacrer un petit livre, une histoire romancée sur l'abbé Lambert qui est en vente. Il vient de sortir, on vient de le lire. C'est Djemai Abdelkader, la vie de l'abbé Lambert. Je pense que c'est un peu ça le titre. Un personnage à connaître. Celui qui
va vraiment à ramener l'eau douce à Oran, ça va être le dernier maire d'Oran, après la Deuxième Guerre mondiale. Il a été maire, il a été gaulliste, maire de 45 à 62 pratiquement, de 48 à 62, parce que juste après 45, ça a été un peu ce qu'on appelle à Oran les années taxi, c'est-à-dire c'était les années Tachi, un élu communiste, qui n'a pas survécu au schisme entre les socialistes et les communistes, et donc les gaullistes vont prendre le pouvoir à Oran de 48 à 62, et c'est lui qui va ramener l'eau en finançant la construction d'un barrage à 170 km d'Oran, à Tlemcen, le barrage Beni Berdel, il va ramener l'eau douce. Et comme il voulait marquer l'imagination des Oranais, il a organisé une dégustation générale et géante à la place d'Armes, à la Nisette, à l'eau douce. Et donc là, on a une photo où tous les Oranais ont goûté pour la première fois la Nisette à l'eau douce, et de quelle manière. Pour la petite histoire, après avoir l'eau douce maintenant dans ses robinets, les vieux Oranais ne retrouvaient plus le goût de leur café. Donc, ils ajoutaient un peu de sel pour retrouver le café d'antan. On devait répondre aussi à une sentence, à une insulte de Camus qui disait qu'on tournait le dos à la mer. Donc, il va achever les travaux du front de mer, qui sont achevés vers 1954, et qui va donner une promenade des Oranais, mais ils pourront toujours regarder la mer de loin, puisque entre le front de mer, il y a une autre route, la route du port et le port. La ville va tourner le dos à ce moment-là, non seulement à la mer, mais à son patrimoine, parce qu'elle va s'étendre sur le plateau et oublier le vieil Oran. Les premiers effondrements du quartier de Sidi El Ouari, les premiers effondrements, on les a constatés déjà avant 1962. Et donc voilà le vieil Oran, l'état actuel. Dans un article, je collaborais à la presse, et à l'époque, on disait que ça ressemblait à Beyrouth sans la guerre. Maintenant, il y a un grand effort de relogement des habitants qui habitent dans des quartiers précaires. Et donc, vous voyez, les ruelles sont presque vides. Pas un chat dans les environs, quoi qu'il y ait un chat. Ces immeubles, les premiers immeubles d'Oran, puisqu'ils sont collés à la muraille, à gauche, qui datent de la période de Louis-Philippe, vont être rasés. Ceux-là aussi. Ça, c'est l'ancien Plaza de Armas, avec ces immeubles anciens. Et voici, par exemple, l'une des dernières œuvres de Pouillon à Oran. C'est cet immeuble en béton de 17 étages, planté en plein cœur d'un site historique, le Ros Alcazar. Il n'a jamais été achevé. Et jusqu'à présent, on l'appelle la verrue. Alors, comment est-ce possible d'oublier un peu tout ce vieil Oran, tout ce patrimoine? Comment est-ce possible de planter des masses de béton dans un site historique pour la simple raison qu'il n'y avait pas encore une conscience patrimoniale? Et, vous allez le voir, la loi pour la protection du patrimoine, elle date de 1998. Et les décrets d'application de 2003. Tout ce qu'il y avait avant, c'était une ordonnance qui a reproduit un peu les termes de sauvegarde très générale de la période française, où on avait classé quelques monuments ou quelques pièces de monuments. Et donc c'est pratiquement à partir de 1998 qu'il va y avoir une prise en charge réelle du patrimoine. Que ce soit à Oran ou ailleurs, à Constantine ou à Alger, la Casbah va bénéficier d'un classement de l'UNESCO et maintenant elle bénéficie d'un projet de réhabilitation. Alors, en rouge, tout ce qui est en bas du rouge, c'est la vieille ville. Et la ville va s'étaler sur le plateau, ce qu'on appelait nous la ville européenne. On l'appelle la ville européenne pour deux raisons.
parce que la structure de la population était à majorité européenne, contrairement à Alger, Constantine ou d'autres villes. Les 2 tiers de la population étaient d'origine européenne, et 1 tiers était indigène, autochtone. Et deuxièmement, toute l'architecture, c'était les styles qu'il y avait en Europe. Donc, j'avais un petit problème parce que je n'avais pas le thème qui était demandé par les cours d'architecture, mais en même temps, pour ne pas vous encombrer, j'ai pris une rue avec les 3 flèches qui s'appelait Alsace-Lorraine, Metz, Nancy. Et je me suis dit, dans cette direction, dans cette rue, le long de 2 kilomètres à peu près, il y a une concentration de tout ce qu'on peut retrouver à Oran ailleurs. Et donc, on va commencer. Voilà le début de la rue. À droite, vous avez un bâtiment en restauration. Et à gauche, il y a un joli bâtiment qui, tout en arrondi, et qui est une banque actuellement, qui était déjà une banque à l'époque. Et on voit en perspective toute la rue, Alsace-Lorraine, Metz, Nancy. Et du point de vue architectural, d'après les architectes et les historiens de l'art qui travaillent avec nous, il y a aussi une synthèse ici des arabescences, du néo-mauresque dans les arcatures, et même une veine de l'architecture lombarde, nord de l'Italie. Donc, on est en train de pister un peu l'architecte, d'où est-ce qu'il vient, comment il a eu l'idée de faire ce bâtiment, parce qu'il va figurer dans notre guide qu'on prépare sur l'architecture du 19 et 20e siècle. Donc, disons, pour abréger, du néo-mauresque latinisé. Ensuite, on va retrouver le gabarit haussmannien. Ensuite, l'Art nouveau à Oran, 1914. Ces immeubles ont été élaborés par un architecte qui s'appelle Le Camus, qui n'a aucun lien avec notre philosophe. Voilà 2 de ces réalisations. Ensuite, on va trouver un bâtiment que les Oranais appellent alsacien, parce qu'il est sur la rue d'Alsace, que les pouvoirs publics appellent scandinave. Donc, dans le panneau de réhabilitation, c'était écrit bâtiment scandinave. Ensuite, vous avez toute la veine Art déco qui va commencer. C'est un exemple d'un bâtiment récemment réhabilité. Vous retrouvez tous les ingrédients de l'Art déco. Les fenêtres à pans coupés, l'ornementation, les beaux windows, les vases de fleurs. Ça, à Oran, vous en avez retrouvé un peu partout. Oui. On avait reçu Jean-Louis Cohen, et il a visité la ville, et il a dit, mais ces architectes d'Oran, comment ils trouvent tout le temps ce temps pour faire de l'ornementation? Ensuite, la rue va s'élargir, parce qu'il y avait des casernes, et donc on a élargi la rue. Ensuite, on va retrouver aussi l'Art déco. Et dans notre guide, on est en train de suivre les architectes parce qu'ils vont évoluer de l'Art nouveau vers l'Art déco, etc., jusqu'au moderne. L'entrée de l'immeuble, il y aura toujours aussi des pyramides, hein. Même si c'est à l'envers, mais il y aura des pyramides. Ensuite, du moderne, juste après la Seconde Guerre mondiale. Et à la fin, quand on rentre dans le boulevard de Metz, de l'Art déco totalement épuré. Les marchés à Oran ressemblent à ce genre de marchés qui ont été faits par un architecte. Je pense que même il est alsacien. On est en train de... Il s'appelle déjà Wolf, donc c'est une direction. Et vous voyez ce système à étage de la pyramide. Et
même le marché des Halles qui a été rasé dernièrement ressemble à celui-là. Donc il y a une dizaine de marchés qui sont pratiquement identiques et qui ont été réalisés tous dans les années 30. Voilà un immeuble, par exemple, intéressant d'un viticulteur qui s'appelle M. Gay, qui a une ferme, qui est un grand viticulteur. Et on a trouvé tous les commanditaires, les grands commanditaires, c'était des viticulteurs. Parce que c'était les plus riches de l'époque. Et on va trouver une raison à ça. On va vous présenter une raison. Donc voilà à peu près l'immeuble. Et bien sûr, avec toujours une décoration au champ, sur un fronton arrondi, avec des fleurs stylisées ou des fruits. Ça, c'est la porte. Et on retrouve le fer forgé oranais avec ses motifs, les lignes en zigzag, les rayons de soleil et les cercles en spirale. On a travaillé sur les motifs récurrents dans les bâtiments d'Oran. Et parmi les motifs qui ressortent le plus, c'est le raisin. C'est la grappe de raisin. Ça s'explique parce que la plupart des commanditeurs étaient des viticulteurs. Mais ils sont un peu allés trop loin, les architectes. Regardez ce bâtiment qui n'a pas une grande signification. On va se rapprocher un peu. Et voilà, c'est Bacchus, qui est triste quand il y a l'ombre et qui sourit quand il y a le soleil. J'ai emprunté ce vers à Jacques Prévert, de deux choses l'une, l'autre c'est le soleil. C'est pour annoncer une cuvée merveilleuse durant les vendanges. On va retrouver donc Bacchus avec une chevelure en raisin. Ici c'est au musée, donc le raisin avec des coupes de vin. La même mosaïque, prise la photo à 10 heures, la photo à 16 heures. C'est la même. Il y a un système de présentation des mosaïques de telle façon qu'avec le reflet du soleil, ça joue. Et donc, on a beaucoup joué avec les reflets du soleil. Donc là, le raisin est mûr. Toujours Bacchus avec un trait et une grappe de raisin. Toujours des cultivateurs en vendange. Et toujours les coupes de vin et les cheveux en raisin. Je ne sais pas si ça se dit, mais ils ont les cheveux en raisin. Donc, faut-il sauver ce patrimoine colonial? Cette question s'est posée. C'est posée de manière un peu idéologique. C'est un patrimoine colonial, on montre Bacchus, du vin, etc. Bon, ça posait des problèmes. Et donc, il y a eu un grand débat, que ce soit dans les assemblées ou dans la société civile, etc. Mais finalement, on a lancé une opération de réhabilitation de ce patrimoine architectural qu'on considère maintenant comme un patrimoine. Et donc, il y a un très grand projet de réhabilitation des immeubles. Donc, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu des échafaudages au centre-ville. Maintenant, il y a énormément de bâtiments pris en charge et on a au moins 600 immeubles. Voilà la rue Alsace-Lorraine avec les échafaudages. La rue d'Arzeux avec les échafaudages. Et bien sûr, on a couvert ça avec un filet aux couleurs italiennes. Parce qu'il y a beaucoup d'Italiens qui travaillent et les Espagnols. Maintenant, on va passer, juste vous présenter quelques problématiques. Le patrimoine colonial, il est maintenant pris en charge. Il reste le vieux bâti. Est-ce qu'on doit le moderniser ou le raser? La tendance lourde, actuellement, c'est de raser. Parce que c'est plus facile pour les pouvoirs publics de raser, de construire en dur, que de réhabiliter, qui demande un métier spécifique, un savoir-faire, etc. Donc voilà le vieux bâti, une photo prise du vieux bâti, notamment le quartier israélite, qui devait à un certain moment, on avait l'idée de le raser entièrement. D'autant plus qu'il se situe au centre-ville et qu'il présente une réserve foncière à très haute valeur. La deuxième problématique, c'est l'éradication des bidonvilles.
Oran a de beaux bâtiments, mais elle a aussi un très grand bidonville. D'après la Banque mondiale, en 2000, on a travaillé sur ce sujet. C'était le plus grand bidonville en Afrique qui faisait 7 km de long et qui abritait 100 000 habitants. Et donc, il y a une étude qui a été faite, à laquelle j'ai participé, et la conclusion, c'était de restructurer le site à hauteur de 60% et de reloger 10 000 familles, c'est-à-dire 50 000 personnes. Et donc, c'est un projet qui est en cours. Et je crois, avant la fin de l'année, Alger sera proclamée capitale africaine sans bidonville et Oran suivra. Voilà un bidonville dans les ravins de la montagne. Donc, c'est non seulement des habitats précaires, mais dangereux en cas d'inondation, en cas de tremblement de terre. Et donc, il manque d'assainissement, d'amener d'eau potable, d'électricité, etc. Et ce qui est retenu, c'est que dès qu'on reloge ces habitants, on récupère ces maisons, on les rase et on les donne à la conservation des forêts pour planter des arbres. Parce que ça, ces bidonvilles se sont agrandis au détriment de la forêt. L'architecture actuelle. Tous les bâtiments que j'ai cités tout à l'heure ont des signatures d'architectes qu'on a pistées dans les archives ici à Paris, à Oran, etc. Et qu'on est en train de voir un peu comment ils ont pensé à faire ce bâtiment ou pas, etc. Et les plaques existent encore, d'autres ont été enlevées parce qu'on a mis des climatiseurs, mais donc on a retrouvé les noms dans les archives. Maintenant, il y a un effort gigantesque qui est fait à Oran et dans d'autres villes pour construire du logement social. D'abord, il y a la promotion immobilière. À Oran, il y a une dizaine d'années, il n'y avait pas ces immeubles. Donc, la promotion immobilière pousse comme des champignons. C'est le cas de le dire. Ça pousse très vite. Les promoteurs privés font appel à une main-d'œuvre et à des entreprises chinoises qui construisent très vite, presque un étage tous les 10 jours. Et le logement social. Donc l'État a pris en charge le logement social et j'ai donné tout à l'heure un chiffre. Sur 2 pôles, on a 40 000 logements sociaux à l'est d'Oran et au sud, on a 132 000. Ça fait 172 000 et ça donne plus de 600 000 habitants à reloger et qui viendront s'ajouter à la ville d'Oran. Donc c'est un effort qui n'a jamais été fait depuis l'indépendance, qui n'a jamais été fait même durant la période française. Selon les statistiques, on a construit en 50 ans, plus de logements que la France a construit en 1 siècle et 30 ans. C'est pour vous dire que c'est un effort impressionnant et tous les visiteurs sont impressionnés par cet effort. Presque tout l'argent de l'État, il est mis dans le logement. Maintenant, je passe rapidement à la contribution de l'association Bel Horizon. Nous, on a commencé par former des guides. Pourquoi ? Parce qu'on voulait qu'il y ait des leaders pour participer à l'éducation citoyenne concernant la protection du patrimoine. Et pour que les habitants aient un meilleur rapport avec leur ville, et il faut qu'ils la connaissent, et pour la connaître, il faut des médiateurs. Nous avons d'abord travaillé sur le Fort Santa Cruz. Donc on a commencé à travailler sur l'architecture militaire. Nous avons élaboré des fiches techniques. Nous avons demandé des projets de restauration. Et pour sensibiliser encore plus, nous avons fait aussi un guide sur les fortifications. Et on a trouvé que la ville d'Oran est l'une des villes les plus fortifiées de la Méditerranée, sinon la plus fortifiée de la Méditerranée. Voilà Nous avons aussi formé des médiateurs culturels et du patrimoine, ici dans une salle du musée. Nous avons créé des circuits et des routes culturelles qui réunissent des milliers de participants sur un circuit qui est tracé. Ici, c'est à travers les ruelles du Vieil Oran. Nous avons créé aussi un circuit architectural
la reconnaissance un peu des styles, des courants, etc. par les étudiants en architecture, mais c'est ouvert à d'autres étudiants. Nous avons travaillé sur des maquettes et des plans reliefs pour aller vers un centre d'interprétation urbaine avec des étudiants d'architecture principalement, mais ouvert à la participation de tous les bénévoles. Et ça permet rapidement d'avoir une idée de l'extension et de l'évolution urbaine de la ville d'Oran. Nous avons bien sûr fait un autre guide sur les monuments historiques, un beau livre, et la question reste posée sur le projet urbain comme outil vers le retour vers la ville. Parce qu'il va y avoir un relogement d'un très grand nombre d'habitants vers la banlieue, dans les logements sociaux, et on va récupérer énormément de réserves foncières en plein centre-ville. La première des questions, si on n'a pas de projet, c'est la promotion immobilière. Si on a un projet, lequel? Et qu'est-ce qu'il faut? Peut-être requalifier le centre-ville, peut-être l'aménager autrement. C'est une chance pour la ville d'Oran, une opportunité pour revoir peut-être ce centre-ville qui a été construit parce que à l'intérieur d'une muraille jusqu'en 1936. Et donc il y avait une densité sans pareil. Vous l'avez remarqué, Richard et Boualem, quand vous avez visité Oran, le quartier de Saint-Pierre est un quartier très densifié. C'est des ruelles de 5 mètres en plein centre-ville. Alors, vous m'entendez? Oui. Merci beaucoup, Quider, pour cette présentation tout en contraste, mais qui fait vraiment qui me fait envie de découvrir cette ville et avec un œil de visiteur et d'architecte. Donc, je souhaite quand même lancer une petite discussion, si vous êtes d'accord, si vous avez le temps. Donc, je prends les paroles. Qui veut commencer? Oui. Si vous voulez bien, vous dites votre nom. Richard Sancho Andréo. Bon, d'abord, évidemment, te remercier du fond du cœur, enfin, au nom de notre groupe d'Oranais et d'Oranaises, car cette présentation à Strasbourg, pour nous, c'est extraordinaire. Évidemment, on aime notre ville. Mais notre objectif aussi, c'est de rendre à Oran ce que Oran nous a donné et apporté. Et là, ta contribution, elle est pour nous essentielle parce qu'elle nous renvoie à une question finalement d'actualité. Car la question que pose Quider, c'est une question dans toutes les villes autour de la Méditerranée et dans toutes les villes aussi qui cherchent un espace de dialogue, un espace aussi de rencontre, de fraternité. En fait, c'est ça qui me touche le plus dans ta présentation. Et ce que je voudrais dire à tous ceux qui sont présents ici, qui ne sont pas encore allés à Oran, c'est qu'évidemment on a des tas de projets pour vous faire aller à Oran, mais surtout il y a un point que je voudrais vous dire par rapport à ce que fait Quider et toute son équipe, c'est que c'est un acte de citoyenneté. Car à Oran, vous êtes reconnu comme une association citoyenne avec des personnes qui sont engagées et qui se sont parfois engagées dans des moments très difficiles de l'Algérie. Donc c'est cet hommage-là que je voulais te rendre à toi et à tous ceux qui se battent en Algérie pour la liberté. Merci Richard. Donc, je me présente, je m'appelle Laura, représentante du club des jeunes de l'étage. Je voulais tout d'abord vous remercier de nous amener des informations comme ça. Et du coup, moi dans ma tête, il y a plein de questions qui se tournent aussi sur ma ville. Du coup, je suis contente aussi d'apprendre de nouvelles choses et notamment de rencontrer d'autres jeunes qui, oui, viennent d'un autre pays. Du coup, ça m'apporte beaucoup et je vous remercie. Merci à vous. Merci Laurent.
Je voulais signaler aussi qu'on a dans cette salle un certain nombre de jeunes qui sont des membres de Bel Horizon, hein, de ces jeunes qui sont très impliqués à la fois comme médiateurs culturels, médiateurs du patrimoine, mais aussi très impliqués dans d'autres démarches citoyennes sur les luttes contre les discriminations, etc. Et que c'est des gens qu'on se réjouit aussi d'avoir cette semaine avec nous, parce qu'ils ont pu donner toute faire part de leurs compétences, de leur expertise dans tous ces domaines-là, face à des jeunes d'ici, de Strasbourg, comme ça, qui vivent aussi dans les mêmes conditions, qui se posent les mêmes questions sur l'avenir de leur ville, sur les rapports sociaux. Et je crois que c'est ça, cette idée qu'on a depuis le départ de ce projet, c'est de créer effectivement ces liens et ces échanges de savoir et de savoir-faire. Voilà, merci. Je voulais juste demander d'ailleurs à ce propos à Kouder, qui est le président de Bel Horizon, vous êtes combien dans votre association? Je ne sais pas, vous avez l'air très très nombreux en tout. On a une centaine d'adhérents, dirigés par 2 vieux briscards et animés par 98 jeunes bénévoles. Voilà. Alors, Monsieur Laurent, avec. Oui, Christian Horn, enseignant à l'ENSAS, et je suis impliqué dans l'atelier à Oran. En fait, si on voit cette question de logements sociaux et promotion immobilière, on a presque l'impression que ça va trop vite. En fait, c'est pas que vous avez une influence sur ça, mais que vous êtes dans une période où c'est vraiment extrêmement difficile de contrôler ou diriger l'étalement urbain ou le développement urbain, parce qu'il y avait des personnes qui arrivent qui ont des vraies problématiques. Si vous jetez un regard dans les prochains 10 ans, vous pensez que cette vitesse va continuer, la ville va continuer de se développer à cette vitesse-là, ou est-ce que c'est un pic qui atteint et quelque part, cette demande pour des logements va se ralentir et quelque part, vous allez pouvoir mieux maîtriser la croissance. Merci. De toute façon, il y a une limite à tout. Et donc, dans les prévisions, actuellement, il y a uniquement les projets que j'ai cités. Les 40 000 logements qui sont réalisés aux 2/3 et les 132 000 qui sont en cours de réalisation. Je ne pense pas que ce rythme va continuer parce qu'il demande énormément d'efforts, parce qu'on ne voit que les logements, mais il faut les accompagner par une route, par une alimentation en eau, on revient à l'eau, électricité, gaz, équipement collectif, équipement culturel. Donc je ne pense pas qu'un pays comme le nôtre, qui maintenant est en train de ressentir une crise, puisse entretenir ce rythme. Et effectivement, c'est une vitesse, c'est à grande vitesse. Et donc je pense que dans quelques années, ça va se ralentir et la crise de logement va se stabiliser à un niveau acceptable. Et il va y avoir des répercussions sur le locatif. Parce qu'il faut vous dire une chose, que la plupart, c'est des propriétaires. Tout le monde est propriétaire. Il y a très peu de locatifs. Et donc, ça va libérer peut-être le marché de la location et stabiliser à un niveau acceptable cette crise de logement, cette demande de logement. Elle est adossée d'une part à la montagne de Santa Cruz, d'autre part elle est adossée à des casernes militaires. Pourquoi ? Et le remplissage de ce secteur s'est fait très, très rapidement parce que quand il y a eu les années noires, donc Oran a accueilli tous les réfugiés, entre guillemets, je dis réfugiés, tous ces gens qui avaient peur et qui sont venus et ils sont adossés, donc, et ils ont été comme protégés, donc ils sont protégés par Santa Cruz, par les casernes, donc il y a eu tout un cheminement de population assez rapidement
qui, après, maintenant il a été un peu endigué, les gens ne se déplacent plus, mais donc c'est cette migration des populations vers de nouveaux bâtiments. Monsieur me demandait, est-ce que quand on change les gens d'espace ou quoi, donc non, j'ai dit non, ce sont des favelas, mais on a commencé à amener l'électricité, on a essayé de donner un minimum de confort. Ce sont des gens qui sont venus parce qu'ils avaient peur et qui étaient en danger, c'était la légitime défense pour eux, et maintenant on leur propose autre chose. Je ne crois pas qu'il y aura des épiphénomènes de cohabitation, quoi. Il y aura peut-être des petits problèmes parce qu'il y a des petits commerces, il y a une économie en soubassement qui se fait, mais je crois qu'ils ont une force plus importante, ils ont vécu des années beaucoup plus graves, que pour redistribuer des choses sur le plan de l'économie, ça se passera bien. Je suis persuadé en tant qu'Oranais en tout cas. Oui, d'autres questions? Attends, j'y vais. Cécile Marcusi, je suis étudiante à l'ENSAS. Tout à l'heure, on a parlé ensemble qu'il y avait comme un manque d'espace public ou d'infrastructures dû à la construction très rapide de logements. Je voulais savoir s'il existait un service d'urbanisme ou quelque chose qui essaye de penser un peu la ville en globalité pour essayer de réaccorder en fait selon les quartiers. Oui, il y a deux directions de l'urbanisme dans l'organigramme officiel. Il y a une direction de wilaya qui s'occupe essentiellement de la promotion immobilière et des grands travaux. Et il y a une direction de l'urbanisme au niveau de la municipalité qui délivre les permis de construire. Donc, il y a beaucoup d'études qui ont été faites justement pour aller vers une vue globale où on ne doit pas faire une erreur qui s'est faite à Constantine, à l'Est, où on a créé une ville champignon et sans équipement. Et donc tout le monde jure, il dit, on ne va pas refaire l'erreur de Ali Menjli. Ali Menjli, c'est le nom de la nouvelle ville à Constantine. Et c'est pour cela qu'il y a une réflexion. Mais le drame, c'est que, comme il y a la pression pour reloger les gens, on a tendance à mettre en veilleuse le suivi des équipements. Et donc le transport de ces gens-là, qui ont été, entre guillemets, déracinés du centre-ville, et qui sont un peu, des fois, on les loge à Tlilat, c'est à 30 km de rang, et qu'il n'y a pas de moyen de transport qui suit. Donc il n'y a ni tram, ni transport public, ni vie nocturne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'équipement sportif, ni culturel. Et ça risque d'être un problème, parce que si on ne le fait pas en même temps, la crise aidant, on va dire, on va laisser ça à plus tard. Et à ce moment-là, on aura des bidonvilles verticaux. Elisabeth Regnault. J'avais une question concernant le lien entre la réhabilitation du patrimoine et l'ouverture au tourisme. Et je discutais un peu avec des amis algériens qui me disaient on essayait de faire en sorte que les touristes viennent et que le tourisme se développe en Algérie, parce que l'Algérie, pour moi, n'est pas un pays touristique. C'est pas un pays qui a toute une politique touristique. Et la question que je voulais poser, c'est est-ce que il y a un travail qui est fait de réhabilitation du patrimoine aussi pour faire venir des touristes? C'est vrai que, comparé par exemple au Maroc et à la Tunisie, il n'y a pas un tourisme de ce niveau. Mais le problème, c'est qu'on a beaucoup de touristes. C'est des touristes locaux. Oui, on a beaucoup d'Algériens qui maintenant prennent des vacances, et comme il n'y a pas beaucoup d'infrastructures, ils vont au Maroc et en Tunisie. Donc si on arrive à retenir nos tourismes locaux, c'est déjà un bon point. Ce qui se développe actuellement, par exemple, à Oran, c'est le tourisme culturel. Donc on reçoit des petits groupes, mais qui ne demandent pas à aller se baigner, qui demandent à aller voir leur quartier, s'ils sont natifs d'Oran. Sinon, ils vont voir, on a eu des délégations qui sont venues d'Italie, rien que pour Albert Camus. On a eu des délégations qui viennent de Marseille, parce qu'on a créé un circuit repère camusien de la ville d'Oran. Il y en a qui viennent juste pour l'architecture. Mais c'est des petits groupes. Mais
je ne pense pas que dans les années à venir, on puisse encore concurrencer nos voisins de Méditerranée. Parce qu'on a pris du retard, alors que dans les années 70, nous avons construit les meilleurs complexes touristiques de la Méditerranée à hauteur humaine. C'est pas comme ces bars qu'on voit à Benidorm, etc. Si vous visitez les Andalouses, vous avez l'impression d'être dans une vieille Médina, mais moderne. Quand vous vous mettez dans votre terrasse, il n'y a personne qui vous bloque l'horizon. Et votre voisin, idem. Et donc, dans ce genre de... Et ça a été réalisé par Pouillon, qui a été disqualifié en tant qu'architecte et qui a été récupéré par l'Algérie. Et qui a fait presque tous les centres touristiques de l'Algérie. Et heureusement que c'était lui. Sinon, on aurait donné à des entrepreneurs, on aurait fait comme l'Espagne dans les années 70, avec des tours au niveau des plages. Et ça, on peut s'appuyer sur ça justement pour reconquérir une certaine clientèle. Mais le tourisme balnéaire, je pense qu'on peut mettre une croix pour encore de longues années. Nous-mêmes, on n'arrive pas à se baigner. Nous qui sommes nés dans les plages, dans la mer, il y a une seule plage maintenant qui est restée à l'état naturel et l'état sauvage, celle que je vous ai présentée, qui a été visitée par les Phéniciens. Et donc, à part les Phéniciens, il n'y a pas eu, heureusement, des promoteurs immobiliers, et notamment des promoteurs du Golfe. Parce qu'il y a eu une tentative pour qu'ils s'implantent, et donc avec des tours énormes, etc. On n'en veut pas, on veut rester comme ça, en attendant des jours meilleurs. On parle des bâtiments officiels, des anciens bâtiments, mais quand on se promène un peu à l'extérieur d'Oran, dans les quartiers, il y a une architecture que je trouve moche, terriblement horrible. C'est l'architecture particulière, les maisons particulières qui montent des murs à 2-3 mètres, qui cachent tout, qui dénaturent complètement la bonté des gens et tout ça. Qu'est-ce qu'il en est de ces... Est-ce qu'un frein sera mis à cette architecture vraiment qui dénature complètement l'âme d'Oran? Y compris l'architecture des logements sociaux. C'est-à-dire qu'on a pris des plans qu'on a achetés, comme ça coûte pas cher, d'engager des architectes de renom, et on fait copier-coller, copier-coller, copier-coller. Et René Lespès, quand il a écrit son livre dans les années 30, il a dit qu'il ne faut pas laisser l'architecture au caprice des particuliers. C'était déjà dans les années 30. Et donc, c'est pour cela, moi, je l'ai appelé, c'est un euphémisme, architecture sans nom. C'est vrai qu'on a beaucoup construit, énormément construit, mais on a un malaise devant ces constructions. Elles règlent un problème, mais là, cette architecture va créer d'autres. On n'aura aucun rapport à l'esthétique, aucun rapport à l'environnement. On va peut-être jamais aimer la cité où on habite. Et c'est ça le grand problème qui va se poser. L'Europe est passée par là après la Seconde Guerre mondiale, après les destructions, il fallait loger. Maintenant, ils sont en train de raser. Nous, on est en train de construire. Et de faire les mêmes erreurs qui ont été faites. Maintenant, il est vrai qu'il y a aussi un impératif politique qui nous dépasse. Et on a donné trop de liberté aux particuliers de construire comme ils veulent. Vous savez qu'un particulier, il a juste besoin de la signature d'un architecte. Ensuite, il va construire comme il veut. Et les architectes marchent dans cette combine. Parce qu'eux-mêmes, ça les dépasse. D'autres questions? Oui. Que signifie l'impératif politique? Ça veut dire quoi l'impératif politique? Il y a des objectifs politiques, c'est-à-dire dans une campagne électorale, si tu dis je vais construire 2 millions de logements,
pour tenir ses promesses, on va le tenir d'une manière ou d'une autre. Et il y aura 2 millions d'unités de logement. Mais le logement en tant que tel, en dehors d'un environnement qui va le rendre agréable, où on va développer un rapport sympathique, un rapport d'esthétique avec l'environnement, c'est ça qu'on va payer par la suite. Et est-ce que les Oranais ne sont pas désireux d'avoir justement une cohérence architecturale en rapport avec cette architecture caprice des particuliers? Est-ce qu'il n'y a pas une volonté de partir vers une architecture de là-bas, d'avoir quelque chose, une cohérence en fait dans l'expression? Vous savez, l'architecture, pour moi, c'est un indicatif d'un état d'esprit. Il y a eu un désordre en Algérie, un vrai désordre. Et ce désordre se traduit dans l'architecture. Il y a un désordre où l'insécurité s'est imposée à tout le monde, on élève des murs, on fait des baroudages, on habite au 10e étage, on fait un baroudage contre les oiseaux. Vous allez remarquer. Oui, vous allez voir ces choses-là. C'est cette insécurité qui s'est installée à un moment et dont on est en train de payer les frais. Mais aussi cette liberté laissée aux particuliers. Et donc, cette liberté, il y avait un permis de construire, mais la plupart ne respectent pas le permis de construire. Et donc, il y a une mesure qui a été prise, il y a une loi, que ceux qui ne terminent pas leur logement dans les normes seront rasés. Et si vous venez à Oran, vous voyez tout autour, c'est encore de la brique. Ils ne peuvent pas raser. C'est ça le problème. Donc c'est des coups partis très terribles. Il va y avoir des aménagements, c'est sûr, pour essayer de rattraper. Mais on ne rattrapera jamais une erreur en béton. Ça sera très difficile. Si c'est un cas ou deux, regardez même l'immeuble que je vous ai montré. Nous, on a demandé qu'il soit rasé. Et tout le monde s'est mis contre nous et ils nous ont dit, si on rase, ça va nous coûter plus cher. Donc ils nous mettent dans une situation difficile. Donc on a trouvé un compromis pour qu'il ne soit pas un hôtel, parce que ça c'était un hôtel. Un hôtel n'a pas beaucoup d'emprise en béton, mais il a une emprise. Il lui faut des terrains, des piscines, des parkings, etc. Et donc déjà le fait qu'on l'a disqualifié en tant qu'hôtel, il va abriter les services de la municipalité. Et donc on va requalifier tout le site pour que les gens, quand ils viennent, ils trouvent un palais du Bey, une fortification, etc. Ça ne sera plus un bâtiment rébarbatif. Donc même s'ils veulent faire leurs papiers ou faire des demandes, ils trouveront toujours le moyen. On prévoit de le contourner par des circuits culturels intéressants. Et donc, c'est un compromis acceptable. Mais on aurait bien aimé qu'il soit rasé. Je me permets de poser une question aussi. Oui. Donc, je regarde cette photo. Vous êtes aussi en relation avec Bordeaux, comme ville partenaire. Bordeaux, c'est une ville qui a ouvert ses quais à la population il y a 15 ans à peu près. Donc, il y a eu un projet urbain, il y a le tramway, il y a des installations de loisirs. Et ici, donc, on voit que finalement c'est un front assez fermé. Ouais. Est-ce qu'il y a des réflexions sur l'ouverture au moins d'une partie de ce port à la population, à la ville, ou est-ce que c'est un sujet un peu tabou? Non, c'est pas un sujet tabou et on le revendique parce que une partie de la population oranaise vivait dans ce port, du travail dans ce port, et toutes les familles qui n'avaient pas les moyens de se déplacer à 30 km, allaient sur la jetée, pouvaient pêcher, pouvaient se baigner. On se baignait dans le port. Hein. On se baignait dans le port, les anciens se rappellent, au niveau de la jetée, parce qu'il y avait aussi moins de pollution que maintenant. Et donc, il y a un musée qui va être inauguré à Oran.
Et on a expliqué au pouvoir public, si vous faites ce musée marin loin de la mer, vous allez donner raison 70 ans après à Albert Camus. On pensait que l'argument choque. Bon, il n'a rien fait. On va faire un musée loin de la mer. Tu montes sur le toit, tu ne vois pas la mer. Donc on continue. On continue. Et on avait proposé que ce musée se mette dans cette fortification, ici. C'est ça un musée de la mer. On a une petite ville à côté de nous qui est un musée qui a les pieds dans l'eau. Donc on peut s'inspirer aussi des petites villes. Donc nous, on continue un peu dans la direction de tourner le dos à la mer. Mais je pense que c'est inévitable. Le port va s'ouvrir à la mer. Le côté est, il va y avoir une route qui va relier jusqu'au port d'Arzeux. Donc on a une côte qui n'a jamais été explorée, où il n'y a pas de construction. Donc il y a des perspectives. C'est pour cela que j'ai mis cette photo un peu optimiste. Voilà. Il faut bien vivre d'optimisme, hein, même si on est pessimiste au fond. D'autres questions? Bon, j'en ai une encore un peu plus assez précise, c'est-à-dire que je reviens sur le quartier central, quartier israélite, très très dense, alors où il y a un risque finalement simplement de mise à plat de la table rase du quartier. Alors je me demande, est-ce qu'il y a un périmètre de protection? Si oui, est-ce qu'on attend que ça tombe et du coup on n'a plus rien à protéger, on peut construire? Et est-ce qu'il y a des réflexions sur, je dirais, plutôt des processus, comme on a dit, bottom-up, pour en fait mettre la population sur place dans une, je dirais, dans des conditions meilleures pour que eux contribuent aussi à la rénovation du quartier, à la mise en place d'une économie locale. Alors, est-ce qu'il y a des réflexions de ce type d'urbanisme que nous, ici, on met en avant, mais qu'on réussit très mal aussi à le faire? Dans notre pays, on a toujours travaillé dans l'urgence. Je vais vous donner un exemple. Le quartier israélite, le Vieil Orient, est décrété secteur sauvegardé. Il y a un décret qui dit que ce quartier est sauvegardé. Mais c'est juste un décret. On a fait une fête et tout pour célébrer ce décret, pour fêter ce décret. Mais le ministère de la Culture, qui est en charge de la réhabilitation, lui, propose aux habitants un décret et la wilaya propose un logement. Vous pensez que les habitants sont assez fous pour prendre le décret et le mettre dans sa poche? Il prend le logement. Et c'est ça le problème qui se pose. C'est-à-dire qu'on a sur un plan juridique, il est sauvegardé. Mais dans la réalité, la population le fuit, ne veut pas rester. Et puis il dit, c'est une opportunité. Si je n'ai pas le logement maintenant, je ne l'aurai jamais. En plus, je pense que c'est une politique. C'est mon point de vue personnel. Qu'on laisse faire et qu'on s'attend en ruine, quand le CTC, la structure qui délimite si la structure est mauvaise ou pas, s'il dit cet immeuble est en danger, personne ne s'approchera. C'est en danger, il faut reloger les gens. Donc il y a 3 couleurs pour les immeubles. Le vert, donc il est bon. L'orange, qui demande une réhabilitation même lourde, mais qui peut être récupérée. Le rouge, qu'il faut raser. Et souvent, le CTC met du rouge. Parce que c'est en pierre, les structures ont bougé, etc. Et les gens dans la commission ne veulent pas prendre la responsabilité pour que demain il y ait un effondrement et il y ait mort d'homme. Et donc, c'est ça la situation. On va aller dans une situation où on va laisser, entre guillemets, la nature faire les choses. Les gens vont partir, ça va s'effondrer, et c'est de l'assiette foncière. Tant qu'à faire, dans cette perspective, nous on réfléchit pour qu'il y ait une modernisation à l'échelle humaine. On ne va pas mettre
il était prévu dans le vieux quartier espagnol de mettre des murs, des tours, regardez, des tours, ici, des tours, et une route qui vient de là, elle passe sur les toits des tours. C'était un petit quartier espagnol de pêcheurs, construit escalera, en escalier, et nous, on demande, s'il faut construire là-bas, il y a déjà un projet qui a été fait là-bas, de construire comme une sorte de médina. Parce que le site, il est traversé par une faille sismique, déjà, et il est difficilement, la terre bouge à ce niveau-là, il faut taluter, il faut planter des arbres, etc. Comment qu'on va mettre des tours et faire passer la route sur la tête? C'est ça le problème. Donc, de plus en plus, il y a un recul de ce qu'on appelle les New-Yorkais ou les gens de Abu Dhabi. D'ailleurs, il y a un texte où on a dit, nous ne sommes pas Abu Dhabi. Nous l'avons écrit dans notre prospectus. La ville d'Oran n'est pas née du sable. Elle a une longue histoire et on voudrait préserver ce patrimoine. D'un autre côté, nous, on n'est pas, si vous permettez le terme, des intégristes du patrimoine. On ne veut pas tout préserver. Mais il y a des choses absolument à préserver et trouver un compromis avec l'urbanisme. On ne peut pas aussi s'opposer à la modernisation de la ville. Quand on voit la population qui fuit ces quartiers, celle qui, en principe, est bénéficiaire, parce que dans le plan de sauvegarde, il y a beaucoup de motivation pour la réhabilitation. Si vous restez dans votre maison, on vous donnera de l'argent jusqu'à 80% pour réhabiliter. Mais jusqu'à présent, on n'a pas donné de chèque. On a donné juste un décret. Et donc, un décret, un logement, moi, je prends le logement. Voilà. Bien. C'est pareil ici en France, un SDF, on va lui proposer par exemple, par exemple proposer d'avoir un appartement ou de retourner à la rue. Ben, la personne sans domicile fixe, elle va répondre quoi? Ben moi je vais prendre l'appartement. Je ne veux pas retourner dehors. Parce que dehors il fait froid. C'est un peu pareil. Merci. Une dernière remarque. Richard? Henri? Peut-être dire que cette semaine, Oran, là, merci Quider pour cette soirée. Quider interviendra de nouveau samedi. Pour ceux qui s'intéressent, on fait une soirée oranaise à la salle Saint-Laurent. Alors c'est presque un gag, ça fait Saint-Laurent. La salle Saint-Laurent à Bischheim. Une belle soirée qu'on prévoit à partir de 18h. Donc, pardon ? Oui, il faut s'inscrire. Alors attends, je dis les choses dans l'ordre. Une soirée oranaise, donc avec une intervention de nouveau de Quider, conférence plus grand public, comme ça. Des lectures de poèmes par Salah Houdar, qui est lui-même poète, qui lira des textes à lui, mais des textes d'autres poètes aussi, sur la ville d'Oran. Et c'est le directeur artistique du festival Strasbourg Méditerranée. On aura évidemment de la cuisine oranaise, et c'est surtout pour ça qu'il faut s'inscrire, pour que notre cuisinière puisse préparer le nombre de plats nécessaires, et de la musique après avec un groupe oranais, donc voilà, ça va être assez festif. Voilà. Et je voulais ajouter encore que, puisqu'on parle de Strasbourg Méditerranée, ce festival auquel on est lié, c'est qu'il y a ce soir aussi, dans les rencontres de Strasbourg Méditerranée, à la laiterie, à la salle des colonnes, il y a Gérard Noiriel, historien important, qui a fait tout un travail sur le clown chocolat. Un travail important, et c'est ce soir, donc l'inauguration il y a tout à l'heure, mais il y a sans doute encore du monde là-bas, donc si vous avez envie en sortant d'ici d'aller à la salle des colonnes, vous êtes évidemment les bienvenus. Bien. Merci à tous. Je voulais juste ajouter quelque chose pour les étudiants et leurs enseignants. La contribution de Bel Horizon, on vous offre la Bible de l'histoire urbaine d'Oran, qui va sortir la semaine prochaine, donc vous êtes les premiers à la voir. On vous offre les guides
pour faire connaissance de la ville. Et on vous offre aussi cette petite réflexion. On dit, si vous permettez, je vais vous lire 2 ou 3 phrases pour que vous compreniez ce qui se passe actuellement à Oran et notre attitude. Pour eux, la modernité, c'est Dubaï. Pour nous, la modernité et le patrimoine se conjuguent dans l'identité de la ville. Pour qu'Oran soit singulièrement Oran et non pas une ville qui ressemble aux villes champignons et artificielles du Moyen-Orient. Comme ce sont les politiques qui décident de l'urbanisme, il va falloir trouver des compromis. Le patrimoine ne doit pas être un obstacle au réaménagement urbain nécessaire, mais toute politique de modernisation se doit de considérer le patrimoine comme un des plus inégalables et irremplaçables dans le paysage urbain. Sinon, nous irons vers une ville sans âme. Pour rappel, quand on perd du patrimoine, c'est irréversible. C'est perdu pour de bon. Et comme c'est un héritage, on se serait comporté comme de mauvais héritiers qui dilapident à coups de bulldozer ce que les autres ont mis des siècles à bâtir.